Merci à vous, Monsieur le Président. Je remercie donc le bureau de MG Maroc de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui est quand même quelque chose de fréquent, mais aussi de grave, qui sont les infections pulmonaires du sujet âgé. Donc c'est un atelier, je vous demande donc de bien y participer et bien sûr de poser des questions, de m'arrêter quand vous avez des interrogations. Et mon objectif est le suivant, c'est de parler avec vous un petit peu de vieillissement, parce qu'on va parler pneumonie et sujet âgé. Et puis on va voir un petit peu c'est quoi la problématique du diagnostic, ce qui est très très important, la place du médecin généraliste dans le diagnostic, et puis aussi la prise en charge thérapeutique, car c'est une affection qu'on voit énormément en médecine générale, et pour laquelle bien sûr le médecin généraliste a toute sa place, beaucoup plus, bien sûr, qu'un médecin de spécialité. Alors, on va d'abord commencer par le vieillissement et le poumon. Alors, vous le savez, la population mondiale est en train de vieillir et la population marocaine également. Vous avez sûrement déjà consulté, bien sûr, les données du Haut Commissariat au Plan. Mais en pratique, on va doubler pratiquement le nombre de personnes qui ont plus de 60 ans. Et ceux qui ont plus de 80 ans vont tripler d'ici 2050. Et puis, on voit surtout que les patients âgés, au-delà de 60 ans, ils sont surtout présents dans les pays du tiers-monde et en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme notre pays. Quel est le problème de la problématique qui se pose? Eh bien, la problématique, c'est que on va discuter des sujets âgés, on va discuter de la pneumonie. Et les infections respiratoires chez le sujet âgé posent divers problèmes. Et on voit tout de suite qu'il y a une augmentation de la morbidité, il y a une augmentation de la mortalité, il y a une augmentation de l'hospitalisation, d'institutionnalisation, et il y a énormément de dépenses de santé qui sont liées aux infections respiratoires du sujet âgé. Donc, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première cause de décès évitable d'une affection qui est transmissible. D'accord. Après tout ce qui est cardiopathie et AVC, les infections des voies respiratoires et la pneumonie, eh bien, c'est quand même la première cause de décès. Deuxième chose qui est importante et qu'il faut retenir, c'est que la pneumonie est une cause majeure d'hospitalisation. Et au cours du vieillissement chez un sujet âgé, l'âge entre en ligne de compte dans la décision d'hospitalisation. Dans cette étude qui a été parue en 2015 dans le New England Journal of Medicine, on voit que par rapport à un sujet jeune, eh bien, un sujet qui est âgé de plus de 60 ans et qui font tous les deux une pneumonie, il a plus de risques d'être hospitalisé. Et on va voir tout à l'heure que quand un patient âgé est hospitalisé, eh bien, c'est la galère et il va s'en suivre tout un circuit éventuellement de mauvaise évolution. Et plus l'âge augmente, plus le risque d'hospitalisation va augmenter. On voit que ça peut être multiplié par 30 si le patient a moins de 80 ans et les patients ont plus de 80 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie actuellement au Maroc, elle est au moins de 80 ans chez les femmes et elle approche les 80 ans chez les hommes. Donc, on a quand même un risque d'hospitalisation qui va monter avec l'âge du patient. Mais est-ce que l'âge tout seul explique que les patients âgés soient hospitalisés lorsqu'ils ont une infection respiratoire? La réponse, elle est non, parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'en réalité, eh bien, le vieillissement d'un organe principal qui est le vieillissement de l'appareil respiratoire. Donc l'âge n'explique pas tout. Et en fait, avec l'âge, avec le temps, eh bien, vous avez des modifications physiologiques de l'appareil respiratoire. Certains d'entre vous ont eu des cours de gériatrie et d'autres n'ont pas eu des cours de gériatrie à la faculté de médecine et de pharmacie. Actuellement, il y a une nouvelle réforme des études médicales pour lesquelles les cours de gériatrie sont enseignés. Mais diverses spécialités, quand même, parlent, et surtout aussi les pneumologues, bien de la spécificité du sujet âgé dans l'enseignement de chacun de leurs appareils. Alors, en fait, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'au cours du vieillissement, il y a une diminution d'élimination des sécrétions bronchiques. Ce que vous voyez ici. Excusez-moi, je reviens en arrière. Et cette diminution des sécrétions bronchiques, elle est liée essentiellement à une diminution de l'élasticité pariétale broncho-alvéolaire. Il y a également une atteinte du système mucociliaire, donc on n'arrive pas à bien éliminer ces sécrétions. En plus, le sujet âgé n'arrive pas à tousser, et on va le voir que c'est important cette donnée, parce que par la suite, il y en a qui voudraient faire des prélèvements chez le patient, et on va discuter, je vais vous poser des questions sur
qu'est-ce qu'on fait comme bilan chez des patients âgés qui ont une infection respiratoire, une pneumonie? Eh bien, il faut savoir que les patients, ils ont du mal à tousser. Et puis, avec le temps, commence à apparaître ce qu'on appelle une colonisation de l'arbre trachéobronchique. Et cette colonisation, elle est faite par des espèces pathogènes au fur et à mesure du temps, que le temps passe. Et ça a été prouvé dans diverses études, ce qui fait que les germes multirésistants sont plus présents chez les sujets âgés que chez les sujets qui sont moins âgés. Également, le rôle du tube digestif est très important parce qu'avec le temps, il y a une colonisation de l'oropharynx et on va avoir, avec l'âge qui augmente, eh bien, une colonisation, un portage des entérobactéries. Chez les adultes, on va le voir tout à l'heure, on va définir quels sont eh bien, les germes que l'on retrouve dans les pneumonies. Mais plus l'âge augmente, eh bien, plus on va retrouver certains germes comme les entérobactéries qu'on ne trouverait pas à un âge plus jeune. Le vieillissement, c'est un vieillissement qui touche l'arbre trachéobronchique, qui touche le poumon. Mais ça rentre aussi dans un vieillissement immunitaire, parce que quand on fait une infection, il faut aussi parler immunité. Et avec le temps, eh bien, on voit qu'il y a une diminution de l'immunité innée et de l'immunité adaptative, de l'immunité locale et de l'immunité générale. Tout ceci, bien sûr, va entraîner un risque de faire une pneumonie. Donc à côté de ces facteurs, il y a d'autres facteurs qui font que lorsqu'on a un sujet âgé, il est plus à risque de faire une pneumonie. La première des choses, le sujet âgé, il a moins d'acidité gastrique parce qu'il a une atrophie gastrique. Au fur et à mesure du temps, il ne boit pas beaucoup, il a des sensations gustatives qui sont diminuées, il porte un dentier et le dentier, avec le temps, eh bien, il ne va pas tout le temps chez son dentiste pour réparer son dentier. On voit très fréquemment qu'ils ont des dentiers qui sont un peu cassés, qui sont un peu ébréchés, qui peuvent éventuellement faire des petites ulcérations de la muqueuse buccale, dans lequel va se loger éventuellement des germes de la cavité buccale qui pourront passer dans l'arbre trachéobronchique et donner par la suite une pneumonie. Donc il faut, on va le voir dans la prévention, c'est important également, eh bien, vous le voyez, d'entretenir ces dentiers. Mais la dénutrition reste un facteur important. On a tous étudié que la dénutrition, eh bien, c'était pas bien. Et ici, eh bien, on voit la relation qu'il y a entre la dénutrition et la pneumonie. Lorsqu'un patient est dénutri et âgé, il va s'amaigrir, il a un déficit immunitaire parce qu'on ne fabrique plus, bien sûr, les cellules de l'immunité. Et puis, cette hypoalbuminémie, elle va entraîner, bien sûr, l'apparition de l'infection respiratoire. La pneumonie elle-même, lorsqu'un sujet âgé fait une infection respiratoire, il a tendance à faire des troubles cognitifs, une confusion, il risque de chuter, il a de l'ostéoporose, il va se fracasser, il va tomber, il va avoir, bien sûr, une fracture de la hanche. Et on a été démontré dans plusieurs études que lorsqu'un sujet âgé fait une fracture de hanche, le risque de mortalité au bout d'1 année est très important. Et tout ceci, bien sûr, va à la fin entraîner un état de grabatisation des sujets âgés. Et tout ceci a pris comme point de départ uniquement l'état nutritionnel. Et le médecin généraliste est bien sûr a un rôle central dans la prévention, bien sûr, de ce type d'état. Autre facteur favorisant, c'est la polymédication. Et en fait, on voit que, je vous reposerai, vous le voyez, les médicaments qui sont très fréquemment utilisés et qui ont été décrits comme étant majorant le risque de pneumonie, eh bien, quand on a un sujet âgé, on le trouve fréquemment avec des benzodiazépines. On le trouve également très fréquemment sous neuroleptique. Il a des troubles de sommeil, il a de l'anxiété, il a de la dépression. Il a fréquemment également des antihistaminiques qui sont sédatifs. On lui prescrit des IPP. Il a une douleur épigastrique, on va lui prescrire, ça va diminuer l'acidité qui est quand même une barrière de premier niveau de lutte contre les germes. Et puis certains ont un cancer, prennent des douleurs antidouleurs, les opiacés, ou alors également, eh bien, certains patients, ils ont des maladies chroniques ou pour lesquelles ils prennent des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont sédatifs. Et comme ils sont sédatifs, le patient va dormir. Donc, en fait, il va passer plus de 50% du temps alité, immobilisé. Et quand il est immobilisé, vous avez la ventilation respiratoire qui ne se fait pas bien. Et à ce moment-là, c'est un facteur de risque éventuellement de pneumonie. Tout à fait. Bien sûr.
c'est ce qui est recommandé, tout à fait, chez un sujet âgé. Il faut éviter de donner quelque chose qui va altérer la vigilance. Des fois, on n'a pas trop le choix, surtout lorsque les patients sont à un stade de démence avancé et qu'on a quand même les aidants qui sont exténués. Il faut privilégier à ce moment-là, comme les benzodiazépines de courte durée d'action. Alors ensuite, on a parlé un peu de la barrière gastrique, on a parlé également de la nutrition, on a parlé des dents, on a parlé de la polymédication, mais il faut aussi parler de quelque chose qui est important qu'on appelle la polypathologie. Un sujet âgé, en règle générale, eh bien, c'est un patient chez qui on retrouve énormément de maladies, de comorbidités associées. Et ces comorbidités, eh bien, c'est elles qui vont diminuer en fait la capacité du patient, de son poumon, de son être, de répondre à une infection. Et donc éventuellement de faire l'infection et de faire une infection grave, compliquée, avec un risque de décès. Et on les connaît, ce sont des maladies du poumon, respiratoires, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, des dilatations de bronches, des cancers pulmonaires, et il y a également tout ce qui concerne le carrefour aérodigestif, les maladies neurodégénératives. Pourquoi? Parce qu'elles vont donner des troubles de déglutition. Et une donnée qui est importante, c'est que dans les pneumonies, plus l'âge augmente, eh bien, effectivement, on va voir qu'il y a beaucoup plus de pneumonie, d'aspiration et de déglutition. Et on va voir qu'à ce moment-là, il faut avoir cette idée en tête, parce que les germes que l'on retrouvera dans la pneumonie lorsqu'il y a, par exemple, un Parkinson, ou lorsqu'on vous avez un patient qui a fait un AVC et qu'on a un doute sur un trouble déglutition, une inhalation, le germe est différent, donc l'antibiothérapie sera différente. On va y revenir tout à l'heure. Mais en fait, la polypathologie, eh bien, va limiter les réserves fonctionnelles. Et donc, par conséquent, le sujet âgé ne va pas répondre en fonction de ses réserves à une agression de la même manière. Pour se faire comprendre, il faut comprendre un petit peu qu'en gériatrie, on a un raisonnement qui est complètement différent d'un médecin généraliste ou d'un médecin spécialiste d'organes. Donc, en fait, vous prenez la première coupe, c'est le vieillissement pulmonaire dont on vient de parler tout de suite. Donc au cours du temps, vous voyez, le poumon, eh bien, il va s'affaiblir, mais les réserves fonctionnelles ne sont pas atteintes, comme vous voyez ici. Donc tant qu'on n'a pas, le patient est asymptomatique, il a ce qu'on appelle un vieillissement réussi. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Si ce patient fait une pneumonie, et c'est ce qui est matérialisé par l'événement numéro 2, eh bien, cette pneumonie va diminuer les réserves fonctionnelles, va altérer le vieillissement pulmonaire, qui va vieillir plus vite, mais on va intervenir, et lorsque l'on va intervenir, eh bien, vous voyez qu'on va rétablir les réserves fonctionnelles. Maintenant, si on prend le deuxième cas, M. Bouchon et la personne, en fait, le gériatre qui a mis en place ce raisonnement, eh bien, si vous aviez un patient qui est à côté de son vieillissement pulmonaire, eh bien, au niveau 2, il a une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive. Grand fumeur, d'accord. Et puis ce patient, sur sa bronchopneumopathie, il fait sa pneumonie. À ce moment-là, vous voyez que quand il fait sa pneumonie, ses réserves, elles sont beaucoup plus basses que quand il avait juste un vieillissement pulmonaire réussi. Donc là, il va devenir symptomatique. Il est en deçà de ses réserves. Le taux de mortalité est bien sûr très augmenté. Et ce genre de patient, c'est celui pour lequel il faut avoir l'œil et faire attention, parce que là, c'est là où il y a un risque de mauvaise évolution. Et ce genre de patients, bien sûr, ce sont des patients qui ont des comorbidités. Et vous voyez que malgré l'effet attendu, on ne va jamais remonter au stade, on est bien d'accord, du vieillissement pulmonaire qui est réussi. Donc en fait, ça nous amène à un concept qu'on appelle la fragilité. On a tous entendu le patient âgé, fragile, il est fragile, etc. Le concept de fragilité est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voudrait tous avoir un vieillissement qui est réussi. C'est-à-dire que nos différents organes vieillissent avec un vieillissement physiologique, dont le poumon, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que ce patient, eh bien, a une capacité de répondre à des agressions qui soient conservées. À l'extrémité, vous le voyez, vous avez ce qu'on appelle le patient dépendant. Il est dépendant dans ses activités quotidiennes, il est dépendant dans ses activités instrumentales, il a besoin d'aide pour se déplacer, il n'est pas capable de se déplacer tout seul, de manger, de prendre ses médicaments, etc. Il peut même avoir un tableau de démence. Ça, c'est le patient qui est à l'extrême. Bien sûr, le rôle du médecin généraliste, c'est en association avec le gériatre, eh bien, de prévenir, bien sûr, le passage de patient en robuste vers le patient dépendant.
quand vous êtes en consultation, le patient robuste, vous le voyez, vous arrivez tout de suite à le voir, c'est un patient qui est âgé, qui a peut-être une maladie pour laquelle il prend, par exemple, il a un diabète, il est sous metformine avec une HbA1c dans les normes. Ou alors, il a une hypertension artérielle sans retentissement et il prend une monothérapie. Et il a 90 ans, il se déplace, il fait son jogging, ça ne vous pose aucun problème. À l'autre extrémité, comme je vous ai dit, vous avez une patiente qui est ramenée par sa famille en consultation, qui est démente, qui ne se déplace pas, qui ne s'alimente pas et qui a déjà été hospitalisée pour infection respiratoire. Le plus difficile, c'est de reconnaître le fragile. On est d'accord, celui qui est entre les deux et pour lesquels, si on passe à côté, éventuellement, on ne ferait pas attention et pour lesquels, peut-être, il faudrait faire quelques mesures que l'on va voir par la suite. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui? Alors, on va passer, après ces quelques éléments de base, pour comprendre un peu le vieillissement et comprendre qu'on n'est pas tous égaux face au vieillissement et que notre poumon ne vieillit pas chez nous de la même façon selon notre état gériatrique. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer l'objectif d'aujourd'hui qui est la pneumonie aiguë communautaire chez le sujet âgé? On va exclure de notre sujet les pneumonies acquises en milieu de soins, mais on va en parler un petit peu parce qu'elles ne relèvent pas tellement, j'allais dire, de la médecine générale. Mais par contre, on va quand même attirer l'attention sur quelques particularités chez les patients qui ont déjà été hospitalisés. Alors, qu'est-ce qui n'est pas une pneumonie? Je ne vous fais pas l'affront de vous le rappeler. Qu'est-ce que ce n'est pas une bronchite aiguë et ce n'est pas une exacerbation aiguë de PPCO. Mais ça ne veut pas dire qu'un patient n'a pas une bronchite aiguë et qui se complique d'une pneumonie, ou il a une exacerbation aiguë de PPCO associée à une pneumonie, car il a tardé avant de venir, éventuellement, ou alors il a un germe particulièrement virulent qui a fait qu'il y a associé à cela. On n'a pas de problème lorsque la pneumonie elle a des signes typiques, comme chez l'adulte. Et chez le patient âgé en vieillissement réussi, les signes cliniques se ressemblent. Donc vous allez avoir des signes fonctionnels respiratoires, vous allez avoir la toux, vous allez avoir peut-être de la dyspnée, vous allez avoir une douleur thoracique, rétrosternale, vous allez avoir une bronchorée, et vous allez aussi, surtout, avoir dans la pneumonie quelque chose d'important, c'est des signes généraux marqués. Une température en général qui est supérieure à 38,5 et à 39. Vous allez poser le stéthoscope, et quand vous posez le stéthoscope, eh bien, vous allez rencontrer ce qu'on appelle le syndrome de condensation alvéolaire. Vous allez entendre des râles. Des petits râles en foyer, que ce soit crépitants ou des râles ronflants, qui vont vous permettre de faire le diagnostic de la pneumonie aiguë communautaire. Surtout lorsque le patient n'a jamais été hospitalisé ou n'a jamais bénéficié d'un soin éventuellement auparavant en milieu hospitalier. On peut également avoir un épanchement pleural qui va signer que peut-être cette pneumonie elle est un peu avancée et qu'il y a eu une réaction au niveau de la plèvre avec création d'un peu de liquide. Le problème chez le sujet âgé, c'est quoi? C'est que ce tableau-là, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on va faire? Vous allez avoir un sujet âgé qui va venir vous voir, eh bien, il a chuté. Donc, la famille va l'amener parce qu'il a fait des chutes à répétition. Depuis 2 semaines, le patient chute. Il n'a aucun des symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Et le pire, c'est qu'on va voir que l'absence de fièvre, elle est présente dans près d'un tiers des cas. C'est-à-dire que le patient n'a pas de fièvre, il ne fait que chuter. Donc chez le sujet âgé, c'est important déjà de retenir que à partir du moment où le comportement du patient a changé et que le patient est capable de vous le dire ou que ce soit sa famille, ça veut dire une seule chose, pensez infection en premier lieu. Et dans les infections, eh bien, la pneumonie, elle a une part importante, comme je vous l'ai dit, elle reste la première cause quand même d'infection évitable chez le sujet âgé. Vous voyez que plus l'âge augmente, plus la douleur pleurale, comme vous voyez dans le tableau, elle va diminuer. Il n'y a plus les céphalées, il n'y a plus de fièvre, et même les crépitants, on les voit, ils sont présents à près de 84%, et c'est ce qu'on a besoin pour faire le diagnostic de la pneumonie aiguë communautaire, ça baisse au fur et à mesure du temps. Donc on a de moins en moins de signes typiques, et on a des signes propres à ce qu'on appelle le sujet âgé, ce qu'on appelle les syndromes gériatriques. Il va venir confus. Vous lui faites leur GCS, et bien vous trouvez que le patient il a un GCS à 13 et à 14. Il n'est pas connu d'aimant. Ou alors c'est un patient qui, brutalement, ne retient plus ses selles et ses urines. Ça dérange la famille, ils vont le ramener en consultation.
C'est vrai que ça peut être le début d'une démence, mais avant d'éventuellement penser à ça et d'étiqueter un patient comme ça, il faut d'abord éventuellement chercher l'infection respiratoire, poser le stéthoscope et, bien sûr, pour poser le diagnostic d'une pneumonie aiguë communautaire. Le patient peut s'arrêter de manger, il est anorexique, il a des troubles digestifs, et puis surtout, ce qui est très très important, c'est la fréquence respiratoire qu'il faut prendre. Et la fréquence respiratoire, je vous ai mis supérieure à 28, mais supérieure à 30, on l'a dans différentes études. La tachypnée est un signe sémiologique des plus spécifiques lorsque vous avez un sujet âgé qui peut montrer, bien sûr, qu'il y a une infection respiratoire. Sur les données microbiologiques, à quel germe on va penser? Spontanément, sans regarder. Pneumocoque, très bien. Ok, pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus fréquent, c'est aussi celui qui est dans la cavité en ORL. D'accord. Donc, le pneumocoque est une bactérie. Quoi encore? Hémophilus influenzae. Très bien. Ok. Quoi encore? Donc, on est toujours dans les bactéries. Est-ce que c'est les bactéries qui sont en plus ou les virus qui sont en plus? Non, c'est les virus. On va parler des pneumonies. En 2025. On n'est pas avant 2020. On est après 2020. Ah bien, eh oui, eh oui, eh oui. Et puis vous avez entendu parler aussi du virus respiratoire syncytial, d'accord, que vous avez vu éventuellement chez les petits. D'accord? Donc ça change. Qu'est-ce qu'on entend? On est en train de discuter. Ça veut dire que l'écologie microbienne, elle change au cours du temps. Elle change au cours du temps et elle change aussi du pays en pays, de ville en ville. Donc c'est différent. Il faut connaître l'écologie nationale. Il n'y a pas d'études nationales de bonne qualité, éventuellement, à part certains centres qui présentent leur série, pour savoir en fait qu'est-ce qu'on a comme germes qui circulent au Maroc. Mais grosso modo, eh bien, on a du virus, d'accord? On a de la Covid-19, on a de la grippe, d'accord? On a, bien sûr, les myxovirus et les paramyxovirus. Et vous avez dit qu'on a le streptocoque et on a également l'hémophilus influenzae. On a aussi les atypiques, la Legionella, mycoplasme. Bravo, on est d'accord. Maintenant, la question qui s'est posée dans cette étude en 2015, c'était de savoir, est-ce que plus l'âge augmente, est-ce que les germes qu'on a vont rester les mêmes ou alors est-ce que le patient qu'en fait, qui a 65 ans, qui est comme nous, en fait, on va le considérer jeune, parce qu'en anglo-saxon, on considère que le sujet âgé, c'est au-delà de 75 ans. Donc il faut vraiment différencier le 65, 75, 80 et celui qui a plus de 80 ans. Vous avez vu que maintenant, il y a des patients qui arrivent à 110 ans, 120 ans. Donc on s'est posé la question, est-ce que le germe est pareil? Et en fait, grosso modo, les germes sont pareils. D'accord? Ils sont juste plus fréquents. Avec quand même une chose importante qu'il faut retenir, c'est que plus l'âge augmente, plus les troubles de déglutition augmentent, plus le risque d'inhalation augmente. Et moi, si je vous dis inhalation, je vous dis le tube digestif qui va aller éventuellement dans les poumons, vous pensez à quel germe? Donc les entérobactéries, donc c'est des bacilles gram négatifs, d'accord? Et puis, en général, ils vont avec un autre, qu'on appelle les anaérobies. Ça va? C'est pourquoi on va le voir. On va le voir que ça va retentir sur l'antibiothérapie du sujet âgé. Et certains, je pense, vous avez dû assister, il y avait 2 ateliers tournant sur l'antibiothérapie de l'infection respiratoire du sujet âgé. On est d'accord? Donc vous avez sûrement dû profiter si vous êtes rentré. Il y avait Dr Klaï qui est gériatre et qui a fait les ateliers pour bien vous expliquer un petit peu le traitement antibiotique. Alors en fait, effectivement, dans les germes communautaires, c'est ce qu'on trouve. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une donnée importante. Le patient vient vous voir en consultation, mais il a déjà eu plusieurs antécédents d'hospitalisation. Peut-être pour autre chose que le poumon. Il a été hospitalisé parce qu'il a un problème de la prostate. Il a eu un geste urologique. Il a été hospitalisé, il a fait une chirurgie, on lui a retiré la vésicule biliaire. Ça va? Donc il a déjà été hospitalisé pour plein de choses. Ce patient a été en contact peut-être avec des germes nosocomiaux. Mais lui, bien sûr, vous le voyez, vous, en état communautaire, c'est-à-dire qu'il est venu vous voir dans votre cabinet de médecine générale. Cette donnée est très importante parce que le patient, au cours d'une hospitalisation, peut se faire coloniser par des germes résistants et venir chez vous et avec une infection respiratoire, une pneumonie à germe
pour lequel on ne vient pas d'y penser. Ça peut être un pneumocoque à sensibilité diminuée à la pénicilline, ça peut être une entérobactérie sécrétrice de bêta-lactamase, de carbapénémase, bref, un BMR, un germe résistant. Donc, il est très important qu'à l'interrogatoire de demander au patient est-ce qu'il a été en contact avec un univers de soins, quel qu'il soit, ou un geste invasif, même en ambulatoire, en hôpital de jour. En particulier, des patients en urologie qui vont faire des examens urologiques, c'est très fréquent. Eh bien, effectivement, il faut avoir cette donnée-là. Pourquoi ? Sur le plan des virus, ça ne change pas. Il y a peut-être un peu plus de fongiques. C'est possible, surtout s'ils ont été hospitalisés. Mais on va voir que quelque chose qui est important, c'est ce germe-là que je voudrais que vous reteniez. Il y en a deux. Un qui s'appelle staphylocoque et l'autre qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Parce que leurs antibiotiques sont différents. Et par conséquent, ce que vous proposez comme germe, on va voir l'antibiotique à la fin, ceux-là, il faut qu'on les traite spécifiquement. Donc, comment est-ce qu'on va le savoir ? Il faut avoir cette donnée. Bien sûr, en général, les tableaux des patients qui ont un staphylocoque ou un Pseudomonas aeruginosa, on va le voir, ce sont des patients qui ont des comorbidités très importantes. Ce sont des patients qui ont déjà été en contact avec un milieu de soins, qu'on s'est peut-être déjà colonisé à ces germes. Et donc aussi, ce qui est important, pour prendre en charge quelqu'un qui est âgé, qui est déjà en contact avec le milieu sanitaire, s'il a des prélèvements microbiologiques antérieurs, de récupérer, et ça c'est le rôle du médecin de famille, d'éventuellement récupérer toute la microbiologie, tous les comptes rendus, pour pouvoir savoir est-ce que ce patient est colonisé ou pas. Et la pneumopathie d'inhalation, telle que vous le voyez dans cette étude, eh bien, vous voyez, plus on va augmenter dans l'âge, plus le risque d'avoir une pneumopathie d'inhalation est augmenté, et elle est, à elle toute seule, une indication d'hospitalisation. Et donc, il faut savoir la rechercher pour pouvoir prendre la décision d'hospitalisation des patients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire devant une pneumonie aiguë communautaire ? Le patient est tous, il a de la fièvre, vous avez examiné, vous avez trouvé qu'il a des râles avec des crépitants en foyer basal droit. Qu'est-ce que vous faites ? La CRP, la procalcitonine, la NFS, la créatinine, azatalate, TPTCA fibrinogène pour l'hémostase, vous faites les gaz du sang. NFS-CRP, qui dit mieux ? Gaz du sang. Je vous rappelle qu'on est en cabinet de médecine générale. Pour que je situe bien, qu'est-ce que l'on fait ? NFS-CRP. Notre collègue dit rien du tout derrière. NFS-CRP. Créatinine. D'accord, ok. En fait, moi je suis au CHU, je suis votre voisine à côté. Moi j'adore faire tout ça. Et comme je suis en plus interniste, eh bien, le directeur me dit toujours, on est des grands dépensiers et on n'aide pas bien sûr à garder un équilibre dans les balances. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme bilan ? Je vous dis ce que disent les recommandations. Vous voyez bien, et c'est écrit en rouge. Jamais en ambulatoire. Rien. Aucun bilan. Ça veut dire, est-ce que la CRP aide au diagnostic ? Non. Le diagnostic est clinique. Et on a entendu tout à l'heure, à l'inauguration, on est d'accord, le responsable du collège de médecine générale dirait qu'il y a trop de bilans demandés par les spécialistes. D'accord ? Donc il ne faut pas demander de CRP. Il n'y a pas d'indication pour le diagnostic. A-t-elle une indication pour le suivi ? Non. Alors il y a eu beaucoup de choses à dire sur la procalcitonine. On a dit que la procalcitonine, on est d'accord, permet de séparer les infections bactériennes des virales. On est d'accord. Oui, mais ça a été testé uniquement dans les méningites. Ça n'a jamais été testé dans les pneumonies. Donc la dernière recommandation de 2024 de la Haute Autorité de Santé, des dernières sociétés savantes, la Société de pneumologie de langue française, on ne fait pas de procalcitonine. Votre patient, il est robuste, il va bien, il n'a pas de signe de gravité, vous décidez de le traiter en ambulatoire, vous ne faites aucun bilan. Vous ne faites pas de créatinine, j'entends bien. Vous êtes médecin de famille, vos patients, forcément, ils auront un bilan où il y aura une NFS, une créatinine, un bilan hépatique, une fois au minimum par an. Mais pour cet épisode-là, quand il va venir, on ne fait pas de bilan. C'est difficile, on est tenté de le faire. Et les patients demandent, je ne vais pas faire de bilan, la réponse, elle est non. Ça va ? Maintenant, quelle est la place des examens microbiologiques ? Actuellement, dans notre pays, énormément de potentiel de bilan microbiologique.
qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce qu'on fait un ECBC, examen cytobactériologique des crachats? L'antigénurie légionnelle, parce que les collègues, elles ont évoqué éventuellement chez des patients qui ont des signes neurologiques et une pneumonie, une légionnella. Est-ce qu'on fait une antigénurie pneumocoque? Et puis maintenant, ce qui est à la mode, c'est les PCR. Alors ici, chez nous, on a la PCR grippe et Covid combinée, dans plein de laboratoires, et puis on a la PCR multiplex, qui fait viral et bactérien, qui coûte très cher. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une pneumonie aiguë communautaire? Donc déjà, il faut connaître un peu les avantages, les inconvénients. L'examen cytobactériologique des crachats, il faut que le patient crache. Il est capable de faire une expectoration, et je viens de vous dire tout à l'heure que c'est très compliqué. Bien sûr, on va vous dire il faut faire une masque, on va lui faire un petit peu de nébulisation pour le faire cracher. On est d'accord? Mais en fait, finalement, ça ne se fait pas. Et le résultat est attendu au bout de 48-72 heures. Alors, si vous avez une pneumonie, est-ce que vous allez attendre 48-72 heures avant de démarrer l'antibiotique, alors que je vous ai dit c'est la première cause d'hospitalisation et de mortalité? La réponse, elle est non. On est d'accord. Ensuite, et ça c'est d'autant plus important, vous regardez, elle a une seule indication, c'est lorsque la pneumonie elle est sévère, elle est grave, donc que le patient va être hospitalisé. Donc si le patient est traité en ambulatoire, il n'y a pas d'indication de faire un test de crachat avant de démarrer une antibiothérapie. Si vous savez que votre patient il a un antécédent d'infection à un germe résistant, vous allez faire, vous n'allez pas attendre pour démarrer l'antibiothérapie, mais vous allez récupérer peut-être le résultat pour vous assurer par la suite qu'il n'a pas encore attrapé un autre germe résistant. Si vous allez traiter par autre chose que le traitement standard, on fait un ECBC. Mais dans la réalité, bien sûr, lorsqu'on a un patient qui a une pneumonie aiguë communautaire non grave, qui ne va pas être hospitalisé, on ne fait pas de CBC. Est-ce qu'on fait une antigénurie légionnelle? Non. Sauf si vous avez une clinique évocatrice, vous avez une légionellose et vous allez hospitaliser le patient. Et vous voyez que quand même, on n'a pas dans les recommandations des niveaux de preuve de A, dans la dernière colonne. On a du B et du C. Ça veut dire que les experts, chacun donne son avis et on n'est pas certain. L'antigénurie pneumocoque, seulement si le patient est hospitalisé. Vous avez spontanément dit pneumocoque dès qu'on vous a dit pneumonie aiguë communautaire. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller faire l'antigénurie pneumocoque pour vous assurer que c'est un pneumocoque, puisque dans la majorité des cas, plus de 50%, c'est le pneumocoque qui est le germe responsable de la pneumonie. Maintenant, il faut qu'on parle quand même de quelque chose d'important, qui est le coût de santé. Lorsqu'on a une pneumonie virale, mais qu'on va mettre des antibiotiques, premièrement, ça coûte à la société. Deuxièmement, on va sélectionner de la résistance. C'est là le vrai intérêt de faire ces PCR. Pourquoi? Parce que maintenant, par rapport au pneumocoque, on a vu, maintenant qu'il y a le SARS-CoV-2 avec qui on vit de façon endémique, on commence à avoir beaucoup plus, et puis il y a eu des épidémies de VRS, on voit qu'il y a quand même une part de viral. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de mettre des antibiotiques. Sauf si, par exemple, le patient il a une grippe et par la suite, il va faire une complication de la grippe qui est la pneumonie. Donc en réalité, il n'y a pas d'indication à faire en ambulatoire la PCR de la grippe et du Covid, ouvrez une PCR multiplex. Et vous voyez que c'est seulement si le patient est hospitalisé, éventuellement lorsqu'il y a une épidémie, pour permettre d'isoler le patient. À ce moment-là, oui. Un autre avantage, c'est que la PCR multiplex, par rapport à l'ECBC, elle est rapide. Donc si vous avez un patient qui a déjà été hospitalisé, qui vient vous voir, vous pensez que c'est un germe résistant, eh bien, il y a un intérêt à faire la PCR multiplex, parce que la PCR multiplex, elle permet de montrer les gènes de résistance. Et donc, elle va vous faire sortir tel germe, et elle va vous dire, par exemple, présence d'un Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Donc, ça a un impact sur la prise en charge. Et ça veut dire que d'emblée, ça ne va se faire que chez des patients pour qui vous n'allez pas donner le traitement standard. Et je sais que vous savez quel est le traitement standard de la pneumonie aiguë communautaire du sujet âgé. Faut-il attendre un crachat pour débuter une antibiothérapie? Jamais, 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 jamais. Donc on récapitule, vous avez un sujet qui vient en consultation, qui a une pneumonie, vous avez des signes cliniques en faveur, vous n'allez faire aucun bilan et vous allez démarrer un traitement.
Bien sûr, vous allez évaluer la gravité. Si c'est un patient grave, il va être référé pour une hospitalisation. Ce patient, à ce moment-là, aura besoin de bilan microbiologique, mais le niveau de preuve est plutôt faible, et éventuellement d'un bilan de retentissement. Quel bilan radiologique vous voulez faire? La radiothorax, le scanner ou l'échographie thoracique? Qui est pour la radiothorax? Et je passe mon temps à dire, faites la radiothorax, elle est où la radiothorax? Puisque les étudiants, les médecins avec moi, font directement une chose qu'ils adorent, le scanner. Parce qu'on sait tous que la radiothorax, c'est l'examen radiologique le plus difficile à interpréter. On nous l'a dit durant nos études. D'accord? Radiothorax. Qui est pour le scanner low-dose? Ça va? OK. Et qui est pour l'échographie thoracique? Moi, je ne la maîtrise pas, mais je suis pour. Yes. Très bien. Exact. Très bien. Ce n'est pas accessible. J'ai une primeur. Il y aura un DU l'année prochaine à Tanger sur l'échographie thoracique. J'ai rien dit. Ce n'est pas moi. C'est mes collègues de pneumologie qui vont le faire. Et vous allez voir qu'il y a un intérêt à l'échographie thoracique. Première des choses à savoir. La radiographie thoracique. Est-ce qu'elle peut être faite par un médecin de ville? Oui, grade B. Si le patient est hospitalisé, c'est un grade A. C'est la première fois que je vous dis grade A. Ça veut dire que c'est très important. Si le patient est hospitalisé, il faut lui faire une radiothorax. On est d'accord? Si vous prenez des patients en hospitalisation, vous lui faites la radio. Ça peut être fait en médecine de ville. Vous pouvez vous en passer, mais vous pouvez l'utiliser. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, elle est utile, la radio. Pourquoi elle est utile? Elle est utile parce que les signes cliniques chez le sujet âgé, des fois, ils sont atypiques. Et la radio, elle va vous montrer le fameux foyer alvéolaire, on est d'accord, qui va vous confirmer que vous avez la pneumonie aiguë communautaire. Mais elle a aussi un intérêt parce que des fois, on a des sujets âgés qui sont fumeurs, on a éventuellement un gros foyer alvéolaire, et on va faire la radio à la fin du traitement, à distance, parce qu'une fois qu'il y a eu le nettoyage radiologique qui va prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, maintenant le sujet âgé, il faut compter 2 mois pour le nettoyage radiologique, on peut trouver le cancer qui était caché sous le foyer alvéolaire. Donc il y a un intérêt, même par la suite, pour la radiographie du thorax. Et puis c'est un examen qui est facile. Bien sûr, le problème de la radiographie du thorax, c'est qu'il faut que le patient se tienne debout, qu'il prenne en inspiration, qu'il bloque la respiration, qu'on ait un cliché qui soit avec de bonne qualité. Ce qui est difficile chez un patient qui est en chaise roulante, qui ne peut alité, qui est immobilisé, qui ne peut pas bouger. D'où l'apport du scanner low-dose. Le scanner low-dose, pourquoi? C'est dans ces cas-là chez les sujets âgés. Donc c'est pour ça que j'ai levé la main. Eh bien oui, tout à fait. Après, avec moi, je vois ici des généralistes qui ont énormément d'expérience. Je suis sûre qu'ils n'ont besoin ni de radiothorax, ni de scanner pour faire le diagnostic d'une pneumonie aiguë communautaire. On est d'accord. Mais des fois, vous avez une pneumonie qui est virale. La radiothorax peut être normale. Et on l'a vu, et je vous ai mis ici des exemples où vous voyez des pneumonies virales, en particulier celle qui est tout à fait en bas, à SARS-CoV-2, qui, bien sûr, la radiothorax, elle est normale. Le scanner est au low dose. Ça veut dire quoi, low dose? Il est non injecté et à faible rayonnement. Donc déjà, c'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas besoin de la créatinine. Parce qu'on va faire le scanner, on ne va pas faire d'injection de produits de contraste. Et on a le résultat très très rapidement, en 1 heure maintenant, eh bien, on peut avoir un résultat qui va nous conforter et éventuellement nous montrer aussi l'architecture du poumon de notre patient. Mais les recommandations des sociétés savantes, et c'est pour ça que vous n'avez pas levé les mains, eh bien, elle dit, s'il y a un doute diagnostique, mais si vous êtes sûr que vous avez une pneumonie aiguë communautaire, vous ne le faites pas. D'accord ? En ce qui concerne l'échothoracique, et c'est l'actualité maintenant, à tel point que, comme je vous ai dit, il va y avoir plein de formations dans le Maroc, à tout le monde, sur l'échographie thoracique. Il faut y aller. Moi-même, je me suis intéressée quand j'ai vu mes collègues faire l'échographie thoracique, lorsqu'on prenait en charge les patients Covid, et qui ne pouvaient pas aller au scanner parce qu'ils étaient bloqués, sous oxygène, au lit. Donc à ce moment-là, vous imaginez, c'est beaucoup plus facile. Surtout lorsque vous avez aussi des médecins qui vont le maîtriser, qui vont se déplacer à domicile chez des patients oxygénodépendants, âgés, qui ne peuvent pas sortir, et avec un flash d'échographie, permettre éventuellement de faire le diagnostic d'une pneumonie aiguë communautaire. Pourquoi? Parce qu'elle a une sensibilité de 91%. Ça veut dire qu'elle ne se trompe que dans 9%. Donc c'est une très bonne sensibilité.
Mais ce qu'elle va voir, elle va nous montrer, ce n'est pas très spécifique, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit quand même un opérateur expérimenté. Est-ce qu'il faut que ça soit un pneumologue? Non. Les études ont montré que plus un médecin fait, plus il devient expérimenté. Donc ça peut être un médecin généraliste, un médecin spécialiste, autre que pneumologue ou radiologue. Et elle a une place très très importante parce que maintenant, c'est un outil fiable de diagnostic non invasif, bien sûr, et aussi moins cher, d'une pneumonie aiguë communautaire. Donc, si on résume pour le diagnostic, on retient quoi chez le sujet âgé? Les signes cliniques sont moins apparents, moins spécifiques, moins typiques. Est-ce qu'on a recours aux outils microbiologiques s'il n'y a pas de signe de gravité? Non. Et deuxième chose également, est-ce que sur le plan radiologique, il est systématique de faire une radio thoracique, un scanner ou une échographie? Mais ils ont leur place dans les situations qui sont douteuses. On va finir sur les traitements des pneumonies aiguës communautaires chez les sujets âgés. Comment on les prend en charge? Première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des facteurs pronostiques. Et ces facteurs pronostiques, comme d'habitude, dépendent du terrain et de l'évaluation clinique. Déjà, un sujet âgé, il fait une pneumonie, c'est grave, je vous l'ai dit, dès le premier pas. Donc là, âge supérieur à 65 ans. Le terrain, on a parlé de la dénutrition, l'hypoalbuminémie. L'alitement, les patients qui sont dans des maisons de retraite. D'accord? Et il y a aussi des maisons de retraite ici sur Tanger, la région. Les patients qui ont une démence. Là, c'est beaucoup plus grave, une pneumonie chez ces patients. Ensuite, si vous n'avez pas de fièvre, on fait moins vite le diagnostic. Il y a un retard diagnostique. C'est beaucoup plus grave. Vous vous rappelez la polypnée, la tachypnée que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que c'est un signe qui est très spécifique. C'est aussi un facteur pronostic. La défaillance d'organes. Les organes ne marchent plus très bien. Vous avez un patient qui est en insuffisance rénale, en insuffisance cardiaque, il est cirrhotique. Défaillance d'organes. Et puis, vous vous rappelez aussi, qu'est-ce que je vous ai dit, les troubles de déglutition. Ici, c'est une étude qu'on a faite, qui a été faite par le professeur Njdi, qui est professeur d'épidémiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, qui a évalué chez les Tangérois qui ont fait un Covid. Ces Tangérois qui ont fait un Covid, de quoi ils sont morts? Vous savez tous que quand on a, et qui sont âgés, on a vu que les Covid, ceux qui ont fait la Covid-19, c'était des patients qui avaient le diabète et l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites à l'étranger. Ça, c'est une étude de Tanger, des patients de Tanger. Tous les patients qui ont fait Covid à Tanger en 2020 et 2021 et qui ont fait une pneumonie virale à Covid-19. De quoi ils sont morts? Oui, ils sont morts de diabète, syndrome métabolique. Oui, l'HTA, d'accord. Surtout le diabète, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui est ressorti dans l'étude en particulier? La démence, comme ce qui est dans les études parues à l'étranger. Et puis également, regardez bien, la malnutrition, la dénutrition. Il y a l'âge, bien sûr. Et puis on voit aussi la notion, bien sûr, de dyspnée. On voit que la fièvre également. Et puis il y a des calculs au laboratoire, mais ce n'est pas le plus important. Ce que je voulais que vous reteniez, c'est surtout que c'est la démence et la malnutrition. Même chez nous au Maroc, les patients qui avaient une pneumonie de type Covid-19, eh bien, ils sont morts s'ils étaient mal nourris ou s'il y avait une démence associée. En plus des comorbidités, diabète, HTA, bien sûr, et cela comme ailleurs. Quels sont les critères d'hospitalisation? Sur quels critères vous allez décider d'hospitaliser vos patients? Sur son terrain, en résumé de cette plaque. Si vous avez un patient qui a des défaillances d'organes, il doit être hospitalisé. Si vous avez un patient qui a un score CRB65 supérieur à 1, donc le CRB65, c'est le résumé de cette plaque. C, c'est pour confusion. Donc si vous avez un patient qui vient en consultation et qui est confus, il doit être hospitalisé. R, c'est respiratoire, c'est-à-dire la tachypnée supérieure à 30. Il doit être hospitalisé. Ça va? Et B, c'est la pression artérielle. Et c'est ce qui est tout en haut, c'est si la pression artérielle est inférieure systolique à 90 mm de mercure, le patient doit être hospitalisé. Et s'il a 65 ans plus un de ces signes, il doit être hospitalisé. En fait, c'est une évaluation d'un patient. Quand il vient, on regarde le terrain, etc. Des fois, on hospitalise le patient parce qu'il est en isolement. Personne ne peut lui prendre son traitement. Oui? Est-ce qu'il a une indication? Oui, tout à fait.
Tout à fait. D'ailleurs, il y est. On va voir que lorsque vous avez une désaturation, il faut hospitaliser le patient. Après, le chiffre de désaturation est à prendre avec des pincettes, parce que quand vous avez un patient BPCO, il est à 92% de désaturation, c'est peut-être sa désaturation de base. Donc il faudra faire la part des choses entre les patients qui ont une pneumonie aiguë sans BPCO sous-jacente et le pneumonie aiguë avec BPCO. C'est un examen très facile, mais on a appris ça avec le Covid-19 et on l'a oublié par la suite de l'utiliser. Et c'est très important qu'on ait toujours un saturomètre à côté. L'antibiothérapie. Quelle est la première antibiothérapie qu'on va donner chez un sujet âgé? On a parlé pneumocoque. On a parlé donc amoxicilline. Et au Maroc, jusqu'à preuve du contraire, le pneumocoque est sensible à l'amoxicilline. Chez un patient qui n'a jamais été hospitalisé, qui n'a pas de facteur de risque de pneumonie à pneumocoque à sensibilité diminuée à la pénicilline. Et vous avez parlé d'hémophilus influenzae. Et est-ce que l'amoxicilline, ça marche sur l'hémophilus influenzae? Non. Mais avec l'âge, on a vu la part de l'hémophilus influenzae, elle augmente. Vous ne pouvez pas donner de l'amoxicilline simple chez un sujet âgé. Les recommandations des sociétés savantes de la HAS en 2024 disent qu'en première intention, c'est amoxicilline acide clavulanique. Oui, je vais conclure. D'accord? Ou alors, éventuellement, si on ne peut pas donner amoxicilline acide clavulanique, on peut donner une céphalosporine de 3e génération, la ceftriaxone ou la céfoxime, et éventuellement, bien sûr, mais c'est un choix de 3e intention, une fluoroquinolone avec une petite sensibilité au pneumocoque. Ça va? Quel est l'intérêt? L'amoxicilline acide clavulanique, c'est par voie orale. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai après la présentation. Amoxicilline acide clavulanique, c'est par voie orale. Maintenant, si le patient ne peut pas avaler et qu'il faut faire par voie injectable, la ceftriaxone est super géniale parce qu'il a besoin d'1 gramme. Donc une injection par jour, alors qu'amoxicilline acide clavulanique, c'est 3 grammes par jour, 3 injections par jour. Donc il y a un intérêt à mettre la ceftriaxone en gériatrie. Et en plus, actuellement, on a de la ceftriaxone en sous-cutanée. Donc le malade est à domicile, traité en ambulatoire, avec une infirmière qui va passer chez lui, qui va lui faire une injection sous-cutanée de ceftriaxone. Même efficacité qu'amoxicilline acide clavulanique. On va privilégier l'amoxicilline acide clavulanique parce que le spectre est plus étroit. Mais un sous-cutané, oui, elle est disponible dans notre pays. Il y a la forme intramusculaire, intraveineuse et la forme sous-cutanée. Alors, on ne va pas faire l'intramusculaire. Vous avez posé une bonne question. Pourquoi? Parce qu'avec chez les sujets âgés, ils ont en général une perte de la masse musculaire. Donc, ça va être difficile, ils vont avoir mal, ils ne vont pas supporter. On est d'accord? Et en même temps, elle est douloureuse. Ça veut dire qu'il faut mettre un peu d'analgésique avant de faire l'injection intramusculaire. Mais par contre, la sous-cutanée, ça marche très très bien. Maintenant, quelle est l'indication à une bithérapie? On ne met qu'un seul médicament. On met une bithérapie si vous pensez que vous avez une infection respiratoire qui est grave. Si vous pensez que c'est grave, le patient il est hospitalisé et à ce moment-là, il a une bithérapie parce que probablement, il a des germes résistants. Quand est-ce qu'on va penser à mettre une bêta-lactamine anti-pseudomonas? Il faut penser au pseudomonas. Donc, si vous avez un patient pneumonie sur un terrain de BPCO, éventuellement, oui, il y a plus de pseudomonas. Et on a dit s'il a déjà été hospitalisé, s'il a déjà fait des prélèvements qui montraient un pseudomonas, bien sûr, vous devez démarrer un traitement antibiotique qui doit agir sur le pseudomonas. Il y en a 2. Et il faut privilégier une pénicilline et non pas une carbapénem. Donc, les pénicillines, c'est la piperacilline tazobactam ou la cefepime. Mais là, c'est quand même plusieurs injections par jour en intraveineuse. Et vous voyez à côté, l'antibiothérapie, lorsqu'on hospitalise les patients, première intention, c'est toujours amoxicilline acide clavulanique, voire ceftriaxone. D'accord? Une injection. La durée de l'antibiothérapie, et c'est mon avant-dernière plaque, eh bien, ça a changé. Avant, on traitait 10 à 14 jours. Puis on a commencé à traiter 10 jours. Et là, actuellement, les recommandations, elles nous disent que si on connaît bien nos patients et qu'on prend bien en charge notre patient, on peut même traiter 3 jours. Et voilà les critères. Si au 3e jour, il a moins de 37,8, il a une tension artérielle qui est supérieure à 90 mm de mercure, il n'est plus tachycarde, ce patient a une fréquence respiratoire qui est passée de 30 à moins de 24, si sa saturation, comme a dit le collègue, elle est supérieure à 90% au 3e jour, s'il a une conscience qui est normale, vous lui mettez de la ceftriaxone ou de l'augmentin par voie orale, éventuellement à domicile, au bout de J3, vous arrêtez. Et ça, c'est difficile encore à faire accepter par les praticiens qui jugent que J3 est trop peu. Mais en réalité, c'est les recommandations. Ensuite, si le patient est borderline entre J3 et J5, on traite J5.
Et à l'heure actuelle, après 1 an de ces recommandations, je peux vous assurer que la majorité des praticiens traitent encore à J7. Mais il ne faut plus jamais traiter au-delà de J7. Toute antibiothérapie, quelle qu'elle soit, au-delà de J7, doit être expliquée. Quelle est la place de la corticothérapie dans la pneumonie aiguë communautaire? Est-ce qu'on met des corticoïdes ou pas? Réponse, on ne met pas. C'est une pneumonie aiguë communautaire non sévère, il ne faut pas mettre de corticoïdes. D'accord? Sauf s'il est asthmatique, s'il a un spasme, donc il y a un peu de sibilant, un peu de restriction associée à des bêta-mimétiques de courte durée, ou si c'est un BPCO, déjà de base. Donc oui, et qui vient en exacerbation en plus de la pneumonie. Maintenant, si c'est une pneumonie aiguë sévère, et c'est là où je vous ai mis ça en rouge, et je voudrais votre attention, parce que ça, c'est très important. Si vous avez un patient qui a une pneumonie aiguë communautaire et qui est sévère, c'est-à-dire qui va être référé pour une hospitalisation, il doit démarrer le plus vite possible les corticoïdes parce qu'il y a un intérêt pronostic de survie. Et ce qui serait génial, ça serait de démarrer l'hydrocortisone chez ce patient qui a montré une amélioration de la survie chez les pneumonies aiguës communautaires qui vont être hospitalisées. Et il faut démarrer à la dose de 200 mg par jour avant même qu'il arrive à l'hôpital. Prévention. Vaccination antigrippale, vous connaissez. La vaccination antipneumococcique, anti-Covid, anti-VRS. Il faut éventuellement, chez les sujets âgés qui sont en contact avec des patients qui ont la grippe, leur proposer un traitement antiviral, prémunir contre la grippe. On sait que les sujets âgés font des grippes plus sévères. L'hygiène buccale, vous avez compris, est importante. Envoyons nos patients chez les dentistes plus souvent. Et bien sûr, faisons attention aux dentiers de nos patients. Il faut qu'on prévienne la dénutrition. Donc on doit, nous en tant que médecins de famille, qui prenons en charge nos patients, être au centre, bien sûr, et bien avoir éventuellement une formation en nutrition, s'intéresser à la nutrition. Et il y a des scores d'évaluation de la nutrition qui permettent d'aider le patient à garder, bien sûr, une masse musculaire importante pour lui permettant de faire une activité physique. Si le patient est tabagique, il faut bien sûr essayer de le sevrer et l'aider au sevrage tabagique. Je vais prêcher pour ma paroisse, la Société marocaine, et vous le savez bien, de médecine générale, de médecine gériatrique et gérontologie, mais aussi de la médecine générale, et bien de faire bien sûr une évaluation gériatrique. Tout sujet âgé doit avoir, en préventif éventuellement, il doit avoir absolument une consultation chez un gériatre pour mettre en place, éventuellement détecter eh bien, cette réserve fonctionnelle qui sont en diminution pour permettre de les garder convenablement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fréquent. Vous êtes d'accord? C'est grave. Oui, c'est mortel. Les infections respiratoires basses communautaires, la pneumonie chez le sujet âgé. Le tableau est atypique. On n'a pas besoin de beaucoup d'éléments paracliniques, que c'est le vieillissement pathologique, la fragilité du patient intrinsèque qui vont faire le lit du mauvais pronostic. C'est important et je prêche pour la vaccination. On vient de finir une semaine de vaccination nationale pour laquelle on a prêché tous ensemble pour faire, bien sûr, on le dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir et la vaccination est importante. Je vous remercie et je suis là si vous avez des questions.